Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter du livre que vous avez choisi, Elon Musk ou Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde. Alors pour cette chronique, j'ai commencé à lire le livre, il est énormément dense en informations. Et à un moment dans la semaine, c'est pour ça que j'ai pris plus d'une semaine pour le lire, parce que je me posais une question en fait. Je me suis dit, j'ai eu une idée, je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux de faire une chronique, une super chronique en fait, c'est-à-dire de la décomposer en plusieurs parties. Parce que le livre est tellement riche en informations que je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire un truc un peu chiadé avec beaucoup de montage, beaucoup de travail aussi, c'est clair, mais également ça aurait donné une meilleure vision du livre, ça aurait fait un petit peu histoire. Donc je vous ai mis ça au vote, donc si vous êtes inscrit à la chaîne, si vous suivez, si vous avez activé la petite cloche, vous avez vu passer le sondage en vous demandant un petit peu quel est votre avis sur la question. Est-ce que je fais une chronique classique ou une super chronique en plusieurs épisodes? Au début, quand j'ai lancé le sondage, le vote était assez clair en disant ouais, on veut une super chronique, fais ça en plusieurs parties, sans perturber la suite des autres vidéos, on veut entendre parler d'Elon Musk tout le temps. Le truc, c'est qu'après, au fur et à mesure du temps, les votes se sont équilibrés et du coup, il n'y a pas eu un consensus clair qui s'est dégagé, donc j'ai décidé de faire une chronique classique. Donc il y a énormément d'informations, je vais hyper synthétiser, ne m'en voulez pas si pour ceux qui ont lu le livre et qui s'attendaient vraiment à un truc hyper détaillé au millimètre. Elon Musk a une histoire passionnante et on en parle tout de suite après la jingle. Alors le livre n'a pas été écrit par Elon Musk, mais par Ashley Vance, qui était journaliste et qui a eu énormément de mal à obtenir l'accord d'Elon Musk pour écrire ce livre. En fait, il a mis plus de 6 mois à donner son accord et de multiples déjeuners, de multiples rendez-vous pour voir si ce fameux journaliste Ashley Vance était quelqu'un capable d'écrire le livre et quelqu'un de suffisamment précis. Et Elon Musk disait que tout simplement, s'il y avait des passages qui lui plaisaient pas, il se réserverait le droit de les supprimer. Est-ce qu'il était d'accord avec ça? Ce quoi le journaliste a répondu non merci, je vais écrire un livre objectif, donc il va y avoir des choses qui vont vous déplaire, monsieur Musk, mais voilà, c'est comme ça, si ça vous plaît pas, moi il faut que j'écrive mon livre, je le publierai quand même. Après avoir réfléchi, Elon Musk a dit vous me prenez pour un fou? Ce à quoi le journaliste a dit non, pas spécialement, et du coup il a donné son accord pour l'écriture de ce livre qui est un reflet fidèle et impartial de Elon Musk, qui il est, quels sont ses projets. Tout commence en Afrique du Sud parce que Elon Musk est habitant de Pretoria, ses grands-parents venaient peut-être du Canada, mais ensuite ils ont décidé de changer de vie et se sont installés en Afrique du Sud. Elon Musk a un frère et une sœur, il est l'aîné. Très vite, on s'est rendu compte que Elon Musk était un geek qui adorait par-dessus tout les jeux vidéo, l'espace et la science-fiction. Et également, un autre point très intéressant sur Elon Musk, c'est qu'il adorait lire les livres. Il dévorait les livres. Ça vous rappelle rien, ça? En fait, il lisait même jusqu'aux encyclopédies complètes, donc ça c'est un truc de fou quand même. Et bien évidemment, à l'école, c'était pas vraiment la star du lycée, puisqu'on le prenait vraiment pour un gentil garçon, il était vraiment gentil, mais c'était également un geek, et ce qui fait que on passait plus de temps à le racketter pour avoir les devoirs, pour avoir les réponses aux devoirs, que vraiment à s'en faire son copain. Il avait peu d'amis, mais il était vraiment passionné et ça ne l'importait pas vraiment parce qu'en fait, lui, son but, c'était déjà tout petit d'explorer l'espace et de changer le monde. Il avait une très forte volonté déjà enfant, il produisait déjà des articles sur l'informatique qui lui rapportaient déjà des centaines de dollars. Elon Musk a brillamment terminé son lycée et après il s'est dit que l'Afrique du Sud était trop petit pour lui et qu'il voulait voir un petit peu du reste du monde. Il décida donc de remonter aux racines de sa famille canadienne et il s'est dit allez, je vais partir en aventure au Canada. Et après le lycée, il s'est acheté un billet d'avion pour le Canada avec tous les argents qu'il avait économisés pour décider de suivre ses racines et de continuer sa vie pour mener sa grande aventure. Alors le voyage au Canada, c'était un petit peu voyage à l'arrache parce qu'il avait absolument aucun point de chute. Il est parti là-bas, il savait juste que sa famille était originaire là-bas, mais plus personne ne vivait là-bas, ils avaient tous déménagé. Il a encore une fois économisé et utilisé ses dernières économies pour prendre le bus et aller s'installer à 3000 km plus loin, au Saskatchewan.
où là, enfin, il s'est établi. Bon, il avait une vie un petit peu de vagabond, parce qu'il avait vraiment plus beaucoup de sous et qu'il devait entreprendre une université. Il est entré à l'université du Saskatchewan, dans laquelle il s'est mis à coder. Très vite, il s'est rendu compte qu'il voulait coder quelque chose, il voulait changer les choses, et ça a donné envie à son frère Kimball de le suivre au Canada. Donc, ce qu'il a fait, il a pris un billet d'avion, il l'a suivi au Canada, et ensemble, donc, ils se sont vraiment épanouis, ils étaient vraiment heureux de se retrouver à l'université. Très vite, tous les deux, en fait, ils ont une idée. Ils se sont dit, on a envie de rencontrer des gens cool. Donc, ils ont fait une liste des gens vraiment cool qu'ils aimeraient rencontrer, mais c'est des gens genre hyper inaccessibles, quoi. Il y avait des patrons de grandes entreprises, il y avait des banquiers internationalement connus, il y avait des gens publics, des gens de notoriété publique, et il y en avait notamment parmi eux quelqu'un qui s'appelle Peter Nicholson. Et Peter Nicholson, c'était tout simplement le directeur international de la Banque de Nouvelle-Écosse. Donc c'était une grande banque très présente au Canada. Il voulait absolument le rencontrer parce que ils étaient fascinés par le système bancaire et de comment il fonctionnait. Donc, je sais, c'est un peu une passion un petit peu bizarre, mais Elon Musk avait beaucoup de passion. Hein. C'était pas que les jeux vidéo, pas que le codage et pas que l'espace. Il y avait également, en fait, c'est quelqu'un de suffisamment curieux pour se passionner très vite de quelque chose. Et il voulait absolument rencontrer Peter Nicholson. Le truc, c'est qu'au bout de 6 mois, ils ont réussi à avoir un rendez-vous. Donc, ils ont réussi à avoir un déjeuner avec Peter Nicholson. Comme ça, en partant de rien, alors que le mec, il ne les connaissait même pas. Ils sont allés à ce rendez-vous et Peter Nicholson a tellement été enthousiasmé par Elon Musk et son frère qu'il a décidé de leur offrir un job d'été, un stage d'été, donc rémunéré, dans lequel Elon Musk a pu voir un petit peu comment fonctionnait la banque et apprendre énormément de choses. Des choses qui, comme vous le verrez, ça s'avérera très utile pour la suite. Les études au Canada terminées, Elon Musk avait comme seul objectif d'aller ensuite aux États-Unis parce que c'est là que tout se passe. À l'époque, la Silicon Valley faisait vraiment rêver parce qu'elle changeait vraiment le monde. Il y avait vraiment des entreprises qui poussaient de nulle part et qui changeaient vraiment le monde. Et du coup, Elon Musk voulait faire partie absolument de ce monde-là. Alors comment faire pour y accéder? Tout simplement en faisant ses études aux États-Unis. Depuis le Canada, il est passé donc aux États-Unis dans lequel il a étudié à l'université de Pennsylvanie. Une scolarité qui s'est relativement bien passée, il a terminé ses études et après il s'est dit « Ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Les études sont terminées, je ne peux pas en faire d'autres, je suis aux États-Unis et qu'est-ce que je peux faire ?» Donc il voulait créer sa propre start-up, mais il ne savait pas exactement dans quelle direction partir. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose de très intéressant. À l'époque, remettons-nous dans le contexte, on est au tout début des années 90, Internet, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est, et à l'époque, il y a encore des gens qui allaient démarcher entreprises porte à porte pour essayer de vendre des pages jaunes en fait, l'emplacement et l'adresse des entreprises sur un réseau de pages jaunes. Et il s'est dit, c'est pas ça l'avenir. L'avenir, ce serait bien qu'en fait, ce ne soit pas des pages jaunes, mais que ce soit directement sur Internet et qu'on puisse voir sur une carte directement toutes les entreprises où elles sont exactement, à quelle adresse. En fait, Elon Musk avait tout simplement l'idée d'avoir une sorte de TripAdvisor pour entreprise ou d'une Google Maps, si vous préférez, pour entreprise, déjà avant que ça existe vraiment. Et il s'est dit, ça pourrait être une super idée de start-up. Et il s'est lancé là-dedans. Il a codé tout, jour et nuit. C'est ainsi qu'est né Zip2. Et Zip2, c'est la première startup d'Elon Musk. C'était une sorte de Google Maps, ou c'était une sorte de TripAdvisor, comme vous voulez, pour entreprises. Donc, il leur garantissait une visibilité sur Internet. Et le truc, c'est que Elon Musk était vraiment un très bon vendeur. Il savait très bien convaincre les gens, leur donner envie d'acheter. Zip2, son service, si je peux dire, a eu énormément de succès. Tellement de succès, ça l'a rendu vraiment très riche. En fait, en l'espace de moins de 10 ans, Elon Musk est passé de vagabond canadien à celui de multimillionnaire. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, parce que, à force de succès, Elon Musk et Zip2 ont attiré l'attention des business angels, ou des Capture Venture Risk. En fait, ce sont des gens qui vous donnent énormément d'argent en prenant des parts dans votre société, dans l'espoir de voir leur investissement grandir et que vous fonctionnez encore mieux. Vous, en tant que chef d'entreprise, du coup, vous avez énormément d'argent, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez développer l'entreprise comme bon vous semble. En contrepartie, maintenant, vous avez d'autres propriétaires qui sont d'entreprise, qui sont ces fameux investisseurs. Et le problème, c'est que les investisseurs ont apporté tant d'argent, tellement ils croyaient au projet, qu'ils se sont mis à avoir la plupart des parts de la boîte. Et ils ont dit, écoute, t'as beau être le fondateur de Zip2, le truc, c'est qu'on pense que tu n'es pas le mieux placé pour développer l'entreprise. Donc, tu vas laisser ta boîte
de côté, tu vas être plus que directeur commercial, directeur marketing, et c'est quelqu'un qui est plus habitué à gérer les entreprises qui va prendre ta place. Et voici comment Elon Musk s'est tout simplement fait virer de son poste de PDG de sa propre boîte par des investisseurs, par des business angels. Alors il faut savoir que même si à l'époque on était au début des années 90, se faire virer de sa boîte parce qu'il y a quelqu'un de mieux placé que nous pour en prendre la tête, c'est quelque chose de vraiment très fréquent aux États-Unis. C'est pas parce que vous créez une boîte et que les investisseurs vous font confiance que vous allez rester PDG de votre boîte. Vous pouvez très bien vous retrouver sous fifre de quelqu'un. Le problème c'est que le gars qu'ils ont mis à la place d'Elon Musk en PDG, Elon Musk a dit OK. Parce qu'il était gentil encore à ce moment-là. Il a dit OK, si vous pensez que c'est la bonne décision, OK. Le truc c'est que ils ont mis quelqu'un d'autre à la place et ils s'entendaient vraiment pas beaucoup avec lui, ce qui fait qu'au bout d'un moment la relation n'a pas pu continuer. Elon Musk a décidé de partir. Ainsi donc s'est achevée l'aventure Zip2, mais Elon Musk est plein de ressources, il a rebondi dans un secteur inattendu. Donc le fait d'avoir été licencié de son entreprise et le fait d'avoir eu le soutien des business angels lui ont rapporté énormément d'argent. Ok, mais qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Quelle allait être la suite de ses aventures? Après avoir réfléchi un petit peu à tout ce qui se passait autour de lui, il s'est rendu compte de quelque chose d'autre. C'est que lorsqu'il avait fait son stage à la Banque de Nouvelle-Écosse au Canada, il s'est rendu compte que les banques étaient des organismes qui étaient très gros, mais également très stupides et qui perdaient énormément d'argent et qui faisaient payer énormément de frais à leurs clients. Convaincu que l'avenir allait se jouer sur Internet, rappelez-vous, on est encore au tout début des années 90, Elon Musk s'est dit qu'il allait tout simplement créer une banque en ligne. Donc en 1992, créer une banque en ligne, concurrencer les mastodontes déjà bien établis, c'était carrément vouloir aller au suicide. Mais Elon Musk était convaincu que c'était ce qu'il fallait pour changer le monde, créer une banque en ligne dans laquelle les gens avaient pas de frais de transaction, qui pouvaient souscrire des offres, des emprunts et qu'ils pouvaient également envoyer de l'argent comme ça à distance sans le moindre frais. Avoir un compte en banque tout simplement sur Internet. Alors à l'époque, les gens étaient plutôt frileux et puis coder ça sur Internet, c'était vraiment très très difficile. Mais Elon Musk est un bourreau de travail et le code, c'était sa passion. Donc très vite, il a commencé à créer une solution qu'il a appelée X.com. Il ne s'est pas retrouvé seul sur le coup puisque il avait également deux autres concurrents, parmi lesquels un certain Peter Thiel. Peter Thiel et son collègue Levin ont créé quant à eux une solution qu'ils appelaient PayPal. Et PayPal, c'était ni plus ni moins que la même chose que X.com. Technologiquement parlant, X.com, le produit d'Elon Musk, était beaucoup plus abouti. Le problème, c'est que les utilisateurs préféraient le côté agréable de PayPal. Donc, il s'en est suivi une guerre commerciale pour avoir le plus de marché possible. Ils dépensaient des millions et des millions de dollars dans des publicités juste pour avoir le client de plus que le concurrent. Jusqu'au jour où ils ont décidé de mettre les armes de côté et de s'associer pour créer une seule et même entreprise, X.com, mais qui proposait la solution PayPal. Donc voilà, c'était un petit peu la fusion. Elon Musk, en embauchant les meilleurs ingénieurs et en réussissant à attirer la sympathie des plus grands investisseurs, encore une fois, a obtenu beaucoup d'argent, ce qui lui a permis de devenir cette fois PDG de sa propre boîte et également le patron de ses concurrents de l'époque. Mais rapidement, le caractère d'Elon Musk a changé. Il est devenu beaucoup plus trempé, il est devenu beaucoup plus exigeant vers ses collaborateurs. Il était vraiment difficile de s'entendre avec lui longtemps. Vous pouviez passer du statut de Dieu suprême à celui de bon à jeter comme une paire de chaussettes. Ce comportement a particulièrement agacé les salariés de cette nouvelle entreprise qui ont décidé de se réunir et de voter en conseil d'administration le remplacement d'Elon Musk en tant que PDG par Peter Thiel. Et c'est ainsi que Elon Musk s'est vu, alors qu'il était en déplacement, qu'il s'est vu signifier qu'il était viré de sa propre boîte et qu'il était remplacé par son ancien concurrent. C'était un coup dur. Ça lui a rapporté certes beaucoup d'argent, parce qu'on donne beaucoup d'argent pour ça, mais voilà, il était viré de sa propre boîte en gros. Et Peter Thiel est repris aux commandes et a remplacé le nom de X.com par PayPal. Et c'est ainsi qu'est né PayPal et c'est ainsi que Elon Musk a été débarqué de PayPal. Encore une fois, riche à millions, à centaines de millions même à ce moment-là. Elon Musk s'est retrouvé sans but, mais pas pour bien longtemps, parce qu'il a eu un autre projet, cette fois extravagant, mais en même temps hyper hallucinant. Elon Musk a toujours été passionné par l'espace. Ça, depuis tout petit, il joue aux jeux vidéo, il détruit des vaisseaux spatiaux, et lui, son but, c'était vraiment de coloniser Mars. Ça tombe bien parce qu'à Los Angeles, à l'époque, il y avait un petit groupement de gens un petit peu riches, mais qui parlaient beaucoup de Mars sans véritablement engager des choses concrètes pour y aller. Ça s'appelait la Mars Society. Et dans cette Mars Society, vous y croisiez des gens vraiment fortunés, vraiment célèbres et vraiment extravagants, comme par exemple James Cameron.
Et Elon Musk, pour rentrer dans ce fameux club, il a décidé d'envoyer un gros chèque, un chèque de 5 000 $, juste pour, comme ça, un don, en disant « Je crois beaucoup en ce que vous faites, j'aimerais bien assister à une de vos rencontres ». Les gens de la Mars Society, en voyant ça, se sont dit que ce gars-là était vraiment un passionné d'espace, ils l'ont donc invité, et c'est là qu'il a découvert pour la première fois tout ce qui concerne les fusées, l'exploration spatiale, etc. Et il s'est découvert une véritable passion pour tout ce qui est fuséologie et tout ce qui est physique, tout ce qui est comment on explore l'espace, etc. Il s'est mis à absorber un maximum de contenu dessus et en très peu de temps, il est devenu vraiment expert sur le sujet. Le problème, c'est que les gens de la Mars Society, comme je vous le disais, ils avaient passé plus de temps à parler de Mars et d'explorer l'espace que vraiment d'entreprendre des choses pour le faire. Ni une ni deux, Elon Musk a mis son plan en exécution, c'est-à-dire celui de créer une autre start-up qu'il appellera SpaceX. Il y a encore ce fameux X, dans lequel son but était tout simplement de coloniser Mars. Parce qu'il était persuadé que l'avenir de l'humanité s'établirait sur Mars et non plus sur la planète Terre. Il fallait que l'être humain, pour survivre, soit dans la capacité de coloniser d'autres planètes. Donc ça peut sembler assez fou, mais c'est vraiment la vision d'Elon Musk, encore de nos jours, qui est il faut absolument coloniser Mars. Alors comment on s'y est pris? Parce que c'est bien beau de dire je veux aller dans l'espace, mais comment on s'y prend? Il s'est mis à écumer le marché pour voir s'il ne pouvait pas déjà acheter des fusées toutes prêtes. Et il a vu qu'en Russie, ils vendaient leurs anciennes fusées qui leur servaient plus à rien parce qu'ils n'avaient plus de sous pour les entretenir. Il a acheté ses premières fusées en Russie, mais bon, elles étaient construites pas vraiment comme il le voulait et les Russes n'étaient pas vraiment enclins à lui vendre quoi que ce soit. Donc ça a traîné, ils ont eu des fusées de mauvaise qualité. Elon Musk a été très frustré, il s'est dit la seule façon pour moi d'avoir des bonnes fusées pour aller dans l'espace, c'est de les créer moi-même. Comme il était très riche après s'être fait virer de ses 2 boîtes successivement, il n'a pas hésité, il a mis le paquet pour recruter les meilleurs ingénieurs du monde pour travailler sur son projet, des gens passionnés, des gens qui ne le lâcheraient pas en cours de route, qui ne fomenteraient pas un coup d'État derrière lui, et il s'est mis à créer l'équipe autour de SpaceX avec pour but de lancer des fusées en orbite. Première chose, première étape. Autant vous le dire que ce chapitre a été vraiment passionnant parce que toutes les péripéties entre avoir l'idée d'aller dans l'espace, de lancer des fusées et la conception, les lancements de celles-ci, il y a eu beaucoup d'échecs. Des ingénieurs sont restés des années à Hawaï sur la même petite île coupée du monde pour faire un lancement réussi de fusée, parce qu'un lancement de réussi de fusée, ça voulait dire que SpaceX pouvait être la première entreprise privée à commercialiser des vols dans l'espace et surtout à pouvoir apporter ses services à la NASA pour ravitailler par exemple la station internationale. Parallèlement, le monde des startups continuait d'évoluer et il y avait une petite société qui intéressait beaucoup Elon Musk. Cette petite société s'appelait Tesla. Elle fabriquait des voitures totalement électriques. Elle voulait du moins fabriquer des voitures totalement électriques et s'appelait Tesla déjà parce que ça sonnait bien et c'était également en référence à Nikola Tesla, le fameux inventeur. Le problème c'est que Tesla était dirigé par quelqu'un qui était un petit peu trop timoré et qui manquait un petit peu d'expérience dans les grandes entreprises pour pouvoir développer vraiment et produire vraiment en grande série des voitures Tesla, donc des voitures totalement électriques. À l'époque d'ailleurs, tout le monde disait que les voitures électriques, ça allait être vraiment... C'était le marché où personne ne voulait aller, quoi. Tout le monde voulait fuir de ce marché parce que c'était réputé le plus merdique du monde, d'après un certain Peter Thiel, encore une fois. Elon Musk, lui, voyait, le futur. Il s'est dit effectivement, c'était une évidence que le pétrole, on ne peut pas devenir dépendant au pétrole, il faut absolument qu'on ait une solution alternative. L'électricité est une bonne façon d'y arriver. Donc il s'est rapproché de cette société et il a commencé à y mettre des sous dedans, des billes. Il a commencé à devenir à son tour business angel, ce qu'on lui avait fait il y a des années, quoi. Et il s'est mis à donner beaucoup de millions pour que les ingénieurs puissent continuer leur projet. Donc ça, il faisait ça en parallèle de SpaceX, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas partagé son temps, il a multiplié son temps. C'est-à-dire qu'il passait encore plus de temps à bosser sur 2 boîtes plutôt qu'une seule. Au début, il a laissé les coups des franches à ses ingénieurs pour qu'ils puissent avancer dans leur projet. Le problème, c'est que ils manquaient un petit... Malgré les millions en plus, ils n'arrivaient pas à développer un modèle performant et un modèle qui verrait le jour à un moment, quoi, parce que c'était toujours des plans, des schémas, mais il n'y avait rien de concret. Elon Musk a pris les devants et il a là encore embauché les meilleurs ingénieurs automobiles et donc les meilleurs designers, certains de chez Apple. Et on dit voilà, on veut créer une voiture qui soit pas très chère, qui soit totalement électrique, qui révolutionne vraiment le monde et qui en plus soit agréable à regarder. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils avaient une idée un petit peu du design qu'ils voulaient, de la Lotus Elise. Ils ont acheté une Lotus Elise, ils l'ont décortiquée et ils ont bossé à partir de ce prototype pour essayer d'y mettre un petit peu leur technologie. Perfectionné jusqu'au bout des ongles, Elon Musk faisait également avancer énormément les choses.
avec son armée d'ingénieurs tout aussi passionnés que lui, rapidement il a de facto pris le contrôle de Tesla. Même s'il n'était pas le PDG officiel, on voyait que lui, on parlait que de lui. Et il est le plus gros investisseur, donc le plus gros propriétaire de l'entreprise. Et à un tel point que ça a agacé le PDG qui a décidé de quitter sa propre boîte, comme Elon Musk l'avait fait quelques années auparavant. Problème, que ce soit pour SpaceX ou pour Tesla, les ennuis financiers commençaient à poindre le bout de leur nez. Il en vient ensuite le chapitre hallucinant sur les déboires financiers d'Elon Musk. Parce que oui, les entreprises qu'il faisait allaient peut-être changer le monde, mais le problème c'est que cela demandait énormément d'argent, beaucoup plus que ça en rapportait, et que par exemple Tesla avait des problèmes pour livrer, avait des problèmes pour finaliser ses premières voitures, il y avait toujours des choses à régler, les délais d'attente s'allongeaient, et en plus il se permettait à ceux qui avaient précommandé la voiture de leur demander une rallonge, c'est-à-dire de rajouter de l'argent pour avoir le droit d'attendre leur voiture qui allait prendre du retard, et en fait ça allait coûter plus cher que prévu. Donc voilà ce qu'il s'est mis à leur dire. Donc c'est pas quelque chose qui vous fait une bonne presse, tout ça. D'ailleurs la presse a commencé à lui sauter à la gorge. Du côté de SpaceX c'était pas mieux, parce que en fait les lancements étaient vraiment très chers, et ils ont tous échoué, ils ont presque tous échoué. Du coup ils avaient plus que la trésorerie pour se permettre un voire deux lancements maximum de fusées. Si c'était deux échecs, ils étaient obligés de mettre la clé sur la porte et de Tesla et de SpaceX, parce qu'en fait les sous venaient de la même personne, Elon Musk, et l'argent partait vraiment vite. Et là il s'est produit un miracle. Alors que l'entreprise n'avait plus qu'une semaine de trésorerie disponible sur son compte en banque, le lancement de la fusée de Tesla a réussi à être mise en orbite, et c'est véritablement là qu'a eu lieu le tournant. Parce qu'ainsi SpaceX a prouvé à la NASA qu'il pouvait être qualifié pour ravitailler la station internationale. Ils ont donc récupéré un marché très intéressant, celui de la NASA, qui est soutenu par l'État américain, et donc un marché de plus d'1,5 milliard de dollars, ce qui était largement assez pour renflouer les caisses et de Tesla et de SpaceX. Et avec l'argent en plus, Elon Musk s'est servi pour renflouer les caisses de Tesla et pour pouvoir produire les premières voitures Tesla qui ont fait l'unanimité tellement elles étaient innovantes. Toujours tourné sur le futur et avec beaucoup de nombreux autres projets dont j'ai pas tellement parlé dans cette chronique, comme par exemple SolarCity, qui se veut être tout simplement une compagnie d'électricité, produire avec le soleil de l'électricité. C'est quelque chose on veut essayer de le faire depuis la nuit des temps, mais c'est toujours compliqué pour des contraintes techniques, etc. Lui, Elon Musk, ne s'arrête pas à ça. Il a vraiment une vision d'ensemble, parce que pour lui, toutes ces entreprises sont interconnectées. SolarCity, ça gère les panneaux de recharge des bornes de recharge Tesla pour les voitures, et les technologies de Tesla et de SpaceX sont interchangeables, et l'une aide l'autre à réaliser ses objectifs. Donc tout est vraiment connecté pour Elon Musk, il a vraiment une vision d'ensemble. Son projet principal, ça reste vraiment SpaceX et la conquête spatiale. Même s'il le reconnaît lui-même, les délais, il est toujours trop optimiste sur les délais. Donc il demande le maximum à ses employés, et voilà, donc il y en a qui tiennent le coup. Rares sont ceux qui tiennent pendant des années à suivre le rythme, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut changer le monde, en tout cas avec ses entreprises, avec sa vision du monde et avec son opiniâtreté, parce que quel que soit son projet, il a toujours eu des gens qui lui ont mis des bâtons dans les roues, quoi. Mon avis sur le livre. Alors, j'ai vraiment adoré ce livre. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en version très courte. Il y a plusieurs chapitres dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de l'Hyperloop non plus, parce que tout simplement pour la bonne raison que lui-même n'y croit pas vraiment. En fait, il a lancé cette idée comme ça sur un coup de tête, et les gens ils s'en sont saisis. Mais lui, il ne sait même pas s'il le fera un jour, quoi, l'Hyperloop. Donc même s'il dit que oui, je pense que c'est à prendre avec des pincettes. J'ai vraiment adoré ce livre parce qu'il va au fond des choses, et on apprend énormément de choses. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais très souvent Elon Musk est comparé à Tony Stark. Il en est fait mention dans le livre, et d'ailleurs c'est marrant parce que Robert Downey Jr., celui qui joue Iron Man, donc Tony Stark, connaît Elon Musk, et ils sont vraiment pris d'amitié ensemble. Donc c'est normal que vous voyez des similarités entre les deux, même si évidemment au niveau du caractère ils sont très différents, parce que Elon Musk ne passe pas son temps avec des berlines et à écumer les cocktails. Il est plutôt le geek dans son bureau qui envoie des emails à 5h du matin, et c'est un peu une différence de style quand même. J'ai aimé le travail de Ashley Vance, parce que pour moi il est vraiment très impartial sur Elon Musk. Voilà, vous n'avez pas une vision de fanboy
de l'homme. Et ça, pour moi, c'était très important parce que j'avais pas envie de lire quelque chose à la gloire d'Elon Musk, j'avais vraiment envie de lire sur qui était le personnage. Donc voilà, si vous connaissez le personnage, je pense, même je suis persuadé, que vous trouverez d'autres informations dans ce livre. Si vous savez juste qui c'est de nom, alors je vous recommande fortement ce livre parce que vous allez en apprendre beaucoup sur le monde actuel et sur les enjeux de demain parce qu'il en est régulièrement fait mention et moi j'ai appris énormément de choses alors que c'était une biographie, je ne m'attendais pas à apprendre des choses à la base. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine chronique, vous avez décidé, c'est Le Cygne Noir que je vais lire et la prochaine fois je vous demanderai de choisir entre 2 titres à nouveau. Voilà, c'était Hannibal, je vous souhaite à bientôt pour une prochaine chronique. Salut!